Est-ce que vous m'entendez? C'est bon ou pas? C'est bon. Bon. Du coup, donc Marc Sévrac pour la DDT. Du coup, pour compléter les propos de la Chambre d'agriculture, l'idée c'était aujourd'hui là de vous faire de partager un point un peu un focus sur la conditionnalité et l'éco-régime en prévision des semis, sachant que donc comme vous le savez sans doute, la déclinaison nationale proposée par la France pour cette future PAC vient d'être validée par la Commission européenne après plusieurs mois d'échanges. Et au niveau du ministère, on devrait recevoir dans les prochaines semaines des kits de communication complets qui pourront être utilisés donc, dans les réunions dont la Chambre d'agriculture a parlé en fait. Bon, et à savoir notamment qu'un des points qui a été discuté jusqu'au bout en fait concernait donc les exigences de rotation des cultures dont on va parler, quoi. Donc voilà, donc ce qui sera intéressant aujourd'hui, je ne sais pas si on sera en mesure de répondre à toutes les questions et toutes les interrogations, mais de bien en fait recueillir vos points pour que dans la perspective des réunions de septembre, les uns et les autres, on soit en capacité de vous apporter des réponses, quoi. Donc, on avait prévu donc avec Blandine donc d'une part donc effectivement de commencer d'abord par les nouvelles règles de la conditionnalité. Donc, je rappelle simplement en fait que les exigences de la conditionnalité, c'est les exigences minimales que chaque agriculteur doit respecter pour pouvoir avoir accès aux aides de la PAC en fait. Et ces règles minimales, ce socle de règles en fait, il s'applique à tous les agriculteurs de l'Union européenne. En fait. Ça qui est pas bonne. Hein? Pardon? Du coup, je continue. C'est bon? Oui, non, c'est quelqu'un qui n'avait pas coupé son micro, je pense. Ok, donc ce qu'il faut retenir sur les exigences de conditionnalité, en fait, c'est qu'on s'inscrit effectivement dans la continuité des règles de la PAC actuelle, puisqu'un certain nombre d'exigences de la conditionnalité sont des reprises de la conditionnalité actuelle, voire du verdissement, et que par ailleurs, effectivement, un certain nombre d'exigences, notamment en termes de SIE ou de diversité des assolements, sont amplifiées par rapport à la PAC actuelle, en fait. Donc, en termes de conditionnalité, ce qui ne change pas, c'est la BCAE, donc qui sera BCAE 1 sur la future programmation d'obligation de maintien des prairies permanentes, en fait, avec un ratio qui sera vérifié au niveau régional avec une tolérance de 5%. Par contre, ce qui change, c'est l'année de référence, en fait, pour la vérification du maintien des prairies, et qui devient 2018. Et au niveau des outils de la PAC, on a désormais un suivi beaucoup plus fin, en fait, des prairies permanentes, donc d'une année sur l'autre, en fait, ce qui permet de mieux vérifier au niveau administratif cette exigence. Ensuite, le maintien des prairies permanentes en zone Natura 2000, en particulier dans le cas des zones, au sein des zones Natura 2000 et des prairies dites sensibles, c'est une exigence qui existait déjà et qui ne change pas. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appellera la BCAE 4, donc l'obligation de maintenir des bandes tampons le long des cours d'eau d'au moins 5 mètres, avec l'obligation de ne pas utiliser ni de fertilisants, ni de produits phytosanitaires. Ensuite également, donc, il y a une BCAE donc, relative à l'interdiction de sol nu l'hiver pendant les périodes sensibles qui n'a pas évolué non plus. La BCE 5 sur la gestion du labour donc dans les zones en pente, elle n'a pas changé non plus. Et puis l'interdiction du brûlage des chaumes qui n'évolue pas, quoi. Donc en fait, après les nouveautés, on va les détailler. Ça concerne essentiellement donc la BCAE relative à la rotation des cultures,
qui prend le pas, qui prend la suite en fait de l'exigence de diversité des assolements, donc du verdissement. Donc, dans le cadre du verdissement, on vérifiait une année donnée des exigences en termes de diversité des cultures, alors que là, ça sera un suivi qui va être fait pluriannuel, dans la mesure où les outils informatiques qui sont de plus en plus performants nous permettront donc côté administration de suivre d'une année sur l'autre l'évolution culturelle des parcelles. Et l'autre évolution significative qui a été actée donc, il y a déjà un an dans le cadre de la fin de la négociation européenne, c'est l'obligation d'un minimum d'infrastructures agroécologiques qui prend le pas donc, des surfaces d'intérêt écologique du verdissement, donc, qui prend le pas de l'exigence de 5% minimum de SIE. Donc voilà, et par contre, il y a une autre BCAE qui sera mise en place plus tard, c'est la BCAE 2 sur la protection des zones humides et des tourbières, donc à venir. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc là, sur cette diapositive, vous avez la comparaison en fait de la règle de diversité des assolements du verdissement avec cette nouvelle exigence de rotation des cultures. Donc qui a, comme je le disais au début, en fait, a été un point de négociation jusqu'au bout en fait avec la Commission européenne, puisque côté français en fait on estimait que c'était quand même beaucoup plus facile à suivre une diversité d'assolements plutôt que la rotation des cultures. Voilà, mais donc c'est un point sur lequel nous n'avons pas obtenu gain de cause, et donc il faudra se conformer à une rotation des cultures. Alors ceci dit, donc là les exigences sont quand même assez faciles à respecter, donc on va la traduire tout de suite par un exemple, mais ce qu'il faut retenir sur le plan réglementaire, c'est que sur au moins 35% de la surface en culture des terres arables, hors surface en herbe qui ne sont pas comptées et hors jachère, il faut que d'une année sur l'autre, la culture principale soit différente. Donc voilà, où il y a l'obligation de mettre un couvert hivernal entre deux maïs, par exemple. Et alors, deuxième obligation cumulative, à partir de 2025, on vérifiera donc sur 2025 et les 3 campagnes précédentes, incluant 2022, qu'il y a eu au moins sur chaque parcelle, en fait, sur donc une série de 4 ans, au moins 2 cultures principales différentes. Et pour 2022, en fait, l'obligation, pour des agriculteurs qui se feraient de la monoculture, donc l'obligation sera respectée pour l'année 2022 en termes de couverture hivernale. Alors, il va y avoir aussi une disposition alternative qui sera mise en place, mais on n'a pas beaucoup d'éléments à ce stade. Pour certaines zones, en fait, notamment alluvionnaires, en bordure de cours d'eau, limoneuses, pour lesquelles il y aurait des difficultés à respecter, en fait, cette obligation de rotation de culture ou, en cas de monoculture, de couverture hivernale des sols. Mais là aussi, on attend effectivement des précisions. Alors peut-être que c'est plus parlant de voir à travers un exemple, et donc du coup, peut-être que je vais laisser la parole à Blandine qui l'a construit. Ah non, pardon, pardon, excusez-moi. Oui, on va sur l'exemple, oui. Voilà, c'est bon. Oui, donc là, on vous a fait un exemple. On ne le voit plus. Et des pages. Ouais. On le voit plus. Partager. Repartager, ouais. Bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, donc là, on a fait un exemple bon, assez bateau sur une exploitation. Donc 100 hectares de terres arables, dont 80 hectares de culture, 10 de prairies temporaires et 6 de jachères. Donc pour respecter le premier critère, à savoir une rotation sur 35% des cultures, enfin des terres en culture, voilà, vous voyez l'exemple, il suffirait que sur les parcelles 1 et 2, là, celles qui sont en haut, en colza et en blé,
celle en colza devient du blé, celle en blé devient du colza, pour respecter ce critère. Donc là, en l'occurrence, les cultures principales diffèrent d'une année à l'autre sur une surface de 34 hectares sur les 84 hectares de culture, ce qui fait 40% de surface où il y a eu une rotation. Donc ce critère-là est respecté. Et donc le deuxième critère, c'est donc à partir de l'année 2024, devront être constatées une culture différente sur la campagne en cours et les 3 précédentes. Donc, il faudra remonter jusqu'en 2022. Alors, pourquoi ça passe pas? Une question. C'est une question. Je finis. Pas facile. Ah, voilà. Donc là, par exemple, une rotation colza, blé, orge, colza. Donc, sur 4 ans, 3 cultures. Donc, là, le critère est respecté. Le deuxième, colza, blé, blé, orge. Là, il y a 3 cultures, encore une fois. La disposition respectée. Et pour un cas, donc 100% maïs sur 4 ans, s'il y a l'implantation d'un couvert hivernal donc en interculture, la disposition est également respectée. Alors, vraisemblablement, il y a des questions. Quelles seront les dates de couvert semi-destruction entre 2 maïs? Pour l'instant, on n'a pas de précision à ce stade là-dessus. Je ne pense pas. On n'a pas de précision. La seule référence qu'on a, c'est le schéma, la pratique équivalente maïs sur la période actuelle pour les départements qui sont en monoculture de maïs, je pense en particulier en Alsace ou alors dans le sud-est de la France, et où les dates de mémoire, les dates d'implantation, il fallait absolument que le couvert soit présent au 15 novembre. Et la date de destruction, c'était au plus tôt, je crois, au 1er ou au 15 février, en fait. Donc voilà. Pour laisser le temps ensuite aux agriculteurs de préparer les terres pour les cultures de printemps. Mais voilà, donc ça vous donne une fourchette, mais donc du coup, a priori, c'est quand même une période assez longue, quoi, hein, par rapport aux obligations que vous avez aujourd'hui sur les cultures dérobées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. Alors après, du coup, il y a des exemptions. Ouais. Alors, sur les exemptions, en fait, la comparaison a été faite hein, par rapport à la diversité des assolements du verdissement. En fait, on retrouve à peu près les mêmes exemptions. Donc pour des surfaces des exploitations en fait majoritairement à l'herbe en fait, elles ne sont pas tenues hein, de respecter les obligations de la rotation. Et puis on a aussi pour les petites ou des structures pour lesquelles les surfaces en terre arable, quelle que soit la taille de l'exploitation, et quelle que soit la exploitation, les exploitations pour lesquelles la surface interarable est minimale, en fait, donc moins de 10 hectares, donc elles ne seraient pas tenues de respecter cette obligation en matière de rotation des cultures. Et par contre, sur la bio, il y a une exemption sous réserve que l'exploitation soit entièrement en agriculture biologique, en fait. Parce que dans le cadre précédent, ce n'était pas précisé. Et donc, comme je le disais, le schéma de certification maïs, la pratique équivalente maïs disparaît. Donc, les exploitants en monoculture devront implanter obligatoirement une couverture hivernale. C'est ça. Voilà. Il y a une question qui est posée à ce sujet. Est-ce que les résidus de maïs tiennent lieu de couverture? Bonne question. Dans le cadre de la pratique équivalente de maïs, en fait, les résidus de culture, donc le mulch, n'est pas considéré comme une couverture. Hein. Donc, il faut implanter un couvert. Et je pense que ça sera la même chose sur la future PAC. Mais ça, on vous le confirmera lors des réunions de septembre. Donc, on peut peut-être continuer. Oui. Pas d'autres questions sur cette BCAE-là? Un souffle d'herbe, le maïs, est-ce que ça fonctionne?
Ok. Donc La après, alors l'autre BCE qui est importante et que vous devez avoir en tête, c'est celle qui donc va succéder aux exigences de minimum de surface d'intérêt écologique du verdissement en fait, avec donc cette obligation, donc c'est la BCE numéro 8, donc d'obligation de maintien d'éléments de paysage, et avec aussi des interdictions de taille des haies pendant les périodes de nidification des oiseaux, on va y revenir. Mais donc du coup, pour respecter cette BCAE, il y a pour chaque agriculteur deux possibilités en fait. Soit l'agriculteur donc a au moins 4% de ses terres arables qui sont couvertes par des éléments non productifs, et murets, bosquets, mares, et éventuellement prenant en compte les surfaces en jachère et les bordures enherbées. Donc là, si vous faites au moins 4% de ces terres arables avec ces éléments-là, donc cette BCAE est réputée respectée. Ou alors, il faut que sur au moins 7% des terres arables, vous ayez des éléments non productifs qui sont pris en compte, certes, mais également sont pris en compte des cultures dérobées avec un coefficient de pondération, des cultures fixatrices d'azote. Et par contre, il faut avoir dans ces 7% au moins 3% d'éléments non productifs en fait. Donc c'est soit 4% d'éléments non productifs, donc éléments du paysage, etc., et jachère, ou alors 7% d'éléments productifs et non productifs, dont obligatoirement 3% de terres en jachère et autres éléments non productifs. Donc voilà. Donc là, bien sûr, c'est une règle qui s'applique sur les terres. On est bien sur une exigence en matière de terres arables voilà. Alors ensuite, donc du coup, ce qui est important de retenir, et c'est une des avancées de la fin de négociation, c'est que le coefficient de pondération pour les haies, il a été multiplié par 2. Et après, on retrouve un certain nombre de coefficients de pondération qui étaient déjà en vigueur sur cette PAC. Donc je ne m'étends pas dessus. Sur les exemptions, donc, on retrouve un certain nombre d'exemptions à l'obligation de cette règle de BCAE, qui sont partie les mêmes que celles que j'ai décrites précédemment pour la rotation des cultures. On retrouve effectivement, sont exemptées les exploitations qui sont majoritairement en herbe, mais aussi qui ont moins de 10%, moins de 10 hectares de terres arables. Par contre, les bio ne sont pas exemptés de cette BCAE, contrairement à la BCAE 7 sur la rotation des cultures. Et la période d'interdiction de taille des haies et des arbres est étendue par rapport à la PAC actuelle, donc qui est étendue du 16 mars au 15 août, alors qu'actuellement on va jusqu'au 31 juillet, je crois, de mémoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là par rapport à la BCAE 8? Non. Bah, du coup, on va passer à la partie du coup des éco-régimes. Donc, comme ça a été expliqué là précédemment, les exigences du paiement vert, à savoir donc, le maintien des prairies permanentes, les 5% de SIE et la diversité d'assolement, ont basculé dans la conditionnalité, dans les BCAE. Et du coup, le paiement vert, enfin le verdissement, a été remplacé ou va être remplacé par ce que l'on appelle les éco-régimes. Donc, les éco-régimes, il va y avoir 3 voies possibles au niveau de l'exploitation pour accéder, pour vérifier l'éco-régime. Et il faut savoir que chaque année, lors de la déclaration PAC, l'agriculteur pourra choisir par quelle voie il décide de valider cette partie de la PAC. Donc, la première voie, c'est celle des infrastructures agroécologiques, là, que vous voyez à droite sur la présentation.
Donc, chose que je n'ai pas dit aussi, il va y avoir plusieurs niveaux de paiement dans l'éco-régime. Un niveau 1, alors qui est estimé aujourd'hui à 60 € de l'hectare. Un niveau 2 estimé à 82 hectares. Et puis, pour l'agriculture biologique, enfin pour ceux qui sont en 100% d'agriculture biologique, un niveau 3 avec une valorisation supplémentaire de 30 € de l'hectare. Donc, la première voie, comme je disais, la voie des infrastructures agroécologiques, la IAE. Pour respecter le niveau 1, l'idée, c'est d'avoir 7% d'infrastructures agroécologiques par rapport à SAU, sachant que dans ces 7%, voilà, il faut bien garder en tête qu'il y a donc la BCAE 8 qui prévoit déjà 3 ou 4% par rapport aux terres arables. Et donc, le niveau 2, c'est minimum 10% d'infrastructures agroécologiques par rapport à la SAU. Donc, les infrastructures agroécologiques, c'est les mêmes que celles présentées précédemment, sans la partie sur les dérobés et puis les plantes fixatrices d'azote. Donc, c'est tout ce qui est alignement d'arbres, mares, bosquets, les bordures non productives, donc c'est les bancs tampons, les bordures de champs et les bordures de forêt sans production, les jachères, bien évidemment, jachères mellifères et murs traditionnels. Donc ça, c'était donc la voie des infrastructures agroécologiques. Ensuite, il y a une deuxième voie, donc la voie de la certification. Donc on a toujours les deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Donc on a la certification environnementale de niveau, enfin nommée 2+, bon, qui est en cours de rédaction. Ce sera une version un peu intermédiaire à la certification environnementale de niveau 3, le haute valeur environnementale. Ça, c'est pour le niveau 1. Le niveau 2, donc c'est le HVE. Enfin, pour atteindre le niveau 2, c'est le HVE, donc haute valeur environnementale. Et à noter que là aussi, le cahier des charges du HVE est en cours de révision. Mais il devrait être gardé tel quel pour la campagne 2023 en tout cas. Et puis, valorisation donc supplémentaire pour ceux qui seraient 100% en agriculture biologique, donc avec 30 € de l'hectare, que ce soit en conversion ou en maintien. Alors, il y a une question. Donc, si on a plus de 10% en jachère, on n'est pas tenu d'avoir plusieurs cultures. Eh bien, 10% en jachère, ça permet donc de respecter le niveau des infrastructures agro-environnementales. Pour l'éco-régime, du coup, non, mais il ne faut pas oublier la BCAE 7, du coup, qui impose quand même une rotation sur 35% des terres en culture, et puis une rotation alors, sur une durée de 4 ans pour chacune des parcelles, avec au moins 2 cultures différentes. Ou alors des couverts hivernaux. Il y en a d'autres, des questions? Les remarques. Mais c'est... Je ne comprends pas la remarque, du coup, mais c'est rotation à la parcelle. Sinon, vous pouvez peut-être prendre la parole, monsieur de table. Oui, je voulais dire que si on fait tout en blé une année, on peut faire tout en orge l'année d'après et tout en colza après. Et c'est rotation à la parcelle. Et avec que 10% de jachère, on n'est pas... ça rentre dans les coups, quoi. Enfin, en mettant tout en blé, j'exagère, mais on peut faire que 2 cultures et ça tourne bien sur les parcelles. Oui.
J'aurais tendance à dire oui, mais bon, il faudra qu'on vérifie tout ça, hein. Parce que du coup, ça fait respecter l'éco-régime par la voie des infrastructures agro-environnementales. Si ça tourne, On vérifiera. bon, ça mérite vérification, ça, hein. Ouais, parce qu'il faut aussi s'assurer que dans l'éco-régime, au niveau des IAE, la jachère est bien prise en compte. Il faut le vérifier, ça. Il faut qu'on soit au clair sur la liste des IAE qui sont éligibles pour l'éco-régime. Ouais, Il y a deux- là, je vois le cas pour une petite exploitation de 50 hectares. On pourrait faire que 100% de jachère et deux cultures qui tournent. On est bien à 4 cultures sur 4 ans, sans faire de monoculture. Il y aurait bien une rotation à la parcelle. Oui. En n'ayant que 2 cultures sur l'exploitation une année, mais 2 autres différentes l'année d'après. C'est ça qui sera vérifié. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Donc ça, c'était pour la voie de la certification. Et enfin, donc, il y a la voie des pratiques agricoles. Donc celle-là, elle fonctionne par bloc en fonction de ce que vous avez sur votre exploitation. Donc pour la partie en terre arable, il y a une grille que l'on va voir juste après, où en fait c'est une grille de diversification des cultures, et en fonction du type de culture, ça valide un nombre de points. Donc pour valider le niveau 1, il faut valider 4 points, et pour le niveau 2, c'est 5 points. Ensuite, sur le bloc des prairies permanentes, ce qui sera vérifié, c'est le non-labour. Donc, pour avoir le niveau 1, c'est entre 80 et 90% des prairies permanentes qui ne peuvent pas être labourées. Et pour le niveau 2, donc c'est plus de 90% des prairies permanentes qui ne sont pas labourées. Et enfin, sur le bloc des cultures pérennes, ce qui va être vérifié, c'est qu'il y ait une couverture, un enherbement de l'interrang. 75% pour le niveau 1 et à 95% pour le niveau 2. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour valider, par exemple, le niveau 2, si vous avez des terres arables d'un côté, des prairies permanentes de l'autre, il faut bien que sur les 2 blocs, les critères soient respectés. Si, par exemple, sur la partie des prairies permanentes, vous respectez donc les 90% de non labourés, donc validez le niveau 2, mais qu'en parallèle, sur la partie des terres arables, il n'y a que le niveau 1 qui est atteint, toute l'exploitation sera mise au niveau 1. Donc, pour la partie terre arable, comme je disais, il y a donc un barème où des points sont attribués en fonction du type de culture. Donc, il y a un bloc pour les prairies temporaires et les jachères. Si vous avez entre 5 et 30% de terres arables en prairies temporaires ou en jachères, ça vous donne 2 points. Entre 30 et 50%, c'est 3 points. Plus de 50% des terres arables en prairies temporaires ou en jachères, c'est 4 points. Ensuite, on a la catégorie donc, des plantes fixatrices d'azote, soja, pois, trèfle, luzerne. Donc, si vous avez plus de 5% des terres arables dans ces cultures-là, ou plus de 5 hectares sur l'exploitation, ça donne 2 points. Et si plus de 10% des terres arables, 3 points. Après, nous avons le bloc donc, qui comprend les céréales, les plantes sarclées et les oléagineux d'hiver et de printemps. Donc là, pour chacune des types de cultures, donc céréales d'hiver, qui sont différenciées des céréales de printemps, des plantes sarclées, des oléagineux d'hiver et des oléagineux de printemps, en fonction du pourcentage que vous avez par rapport à la terre arable, vous aurez 1 point. Donc c'est 10% de la terre arable en céréales d'hiver, en céréales de printemps et en plantes sarclées. Si pour chacun de ces blocs, vous avez plus de 10%, c'est donc 1 point chacun. Pour les oléagineux d'hiver, c'est 7% des terres arables pour avoir 1 point. Et pour les oléagineux de printemps, donc tournesol par exemple, c'est 5%
des terres arables pour avoir 1 point. Sachant que dans ce bloc-là, de ces 5 types de cultures, c'est plafonné à 4 points. Si vous avez 10% là, si on rajoute aussi les plantes sarclées, vous avez 10% pour chacun, enfin, ou 7 ou 5, hein, en fonction si c'est des oléagineux d'hiver ou de printemps. Vous ne pouvez pas aller au-delà des 4 points. Bon, de toute façon, des betteraves et des pommes de terre, il y en a assez peu dans le département. Voilà. Ensuite, il y a la catégorie des autres cultures en terre arable, donc les légumes, chanvre, lin. Il peut y avoir d'attribuer entre 1 et 5 points en fonction, pareil, du pourcentage en terre arable dans ces cultures-là. Pour les exploitations qui auraient une faible surface en terre arable, 2 points peuvent être attribués si il y a moins de 10 hectares en terre arable. Et enfin, il y a un bonus pour les prairies permanentes. Donc là, le calcul va se faire par rapport à la SAU et plus par rapport aux terres arables. Donc un agriculteur qui aurait entre 10 et 40% de sa SAU en prairie permanente a 1 point de plus. Entre 40 et 75% de la SAU, c'est 2 points. Et plus de 75% de la SAU, c'est 3 points. Alors, les questions. Sur quelle base est calculé le pourcentage de non-retournement des prairies permanentes? C'est un ratio qui est vérifié au niveau régional, en fait, hein, sur la base d'une référence qui est 2018. Vous parlez des BCAE ou de la... Pardon, excusez-moi, je parlais des BCAE. Oui, je parlais des BCAE. Mais là, c'est pour l'éco-régime, je pense, la question. Pardon, ok, oui, j'ai pas compris. Après, on est sur... Là, sur l'éco-régime, la vérification se fera annuellement au niveau de la PAC. On n'est pas sur une gestion pluriannuelle, en fait, hein, des exigences. À la différence des mesures agro-environnementales, par exemple. Alors, il y a une autre question qui est ratio prairie permanente apprécié par année ou sur durée de la PAC. Ben, si du coup c'est par rapport aux éco-régimes, c'est sur l'année. Et puis pour la partie BCAE, ben, c'est par rapport à la référence de 2018. Pour les autres cultures de terre arable, de 1 à 5 points selon le pourcentage, pouvez-vous préciser? Alors, faut que je retrouve. Alors, pour les autres cultures, donc vous voulez le détail des points attribués en fonction du pourcentage, c'est ça? Donc, s'il y a 5% des terres arables en autre culture, ça fait 1 point. 10% des terres arables en autre culture, 2 points. 25% des terres arables en autre culture, 3 points. 50%, 4 points. Et 75%, 5 points. Ça répond à la question? Oui. Il y a une question. Ok. Bah, du coup, voilà, ce qu'on voulait aussi vous présenter, parce que c'est un peu barbare quand même ce barème, c'était des exemples d'assolement donc pour le calcul des éco-régimes, mais par la voie des pratiques agricoles, hein, parce que la voie des IAE, bon, bah, c'est bien sûr à apprécier en fonction du linéaire de haies, de jachères, voilà, qui sont présents sur vos exploitations. Pour la certification, bon, ça c'est pareil, hein, vous le savez si vous êtes certifié ou pas. Donc voilà, on voulait appuyer sur la voie des pratiques agricoles. Donc on a pris 4 exemples d'assolement issus des simulations PAC qui ont été réalisées par la Chambre d'agriculture. Donc le premier, donc là, exploitation 100%
en culture, donc avec des céréales d'hiver, en l'occurrence du blé, sur 49% de la surface en terre arable, du colza sur 25% de la surface en terre arable, du tournesol également sur 25%, et enfin un peu de jachère, donc qui représente 39%, 0,39 pardon, de la surface en terre arable. Donc là, donc si on reprend le barème que je vous ai présenté juste au-dessus, pour la partie céréales d'hiver, donc ce que je disais, plus de 10% des terres arables, 1 point. Donc là, il y a 1 point puisque l'exploitation a 49,2% de ses terres arables en blé. 1 point également pour le colza d'hiver, donc pour la catégorie des oléagineux d'hiver. Le tournesol, donc dans la catégorie des oléagineux de printemps, là, avec 25% de la surface en terre arable, valide également 1 point. Par contre, voilà, la jachère, il n'y a que 0,39% de la surface donc, qui est en jachère, donc il n'y a pas de point attribué à ce niveau-là. Donc là, en fait, cet exploitant-là a un total de points de 3. Donc, il ne valide pas l'écorégime sur la voie des pratiques agricoles. Donc, potentiellement, la perte, du coup, est autour de 82 € de l'hectare, soit 7 400 €. Ouais. Alors, juste pour ce cas-là, donc ce qui pourrait être fait pour atteindre le niveau 2 par la voie des pratiques agricoles, ce serait de mettre 4,5 hectares de jachère en plus, ce qui permettrait d'arriver au 5%. Et donc, s'il y a 5% des terres arables en jachère, ça permet d'avoir 2 points. Donc, il arriverait à 5. Et par la même occasion, ça permettrait aussi de respecter la BCAE 8, donc qui prévoit 4% d'éléments non productifs. Après, ça reste à étudier en fonction des autres éléments non productifs qui sont présents sur les surfaces. Alors, dans les questions, une orge de printemps semée à l'automne est-elle une céréale de printemps ou une céréale d'hiver? Si on reprend la PAC actuelle, normalement, une orge de printemps semée à l'automne reste une orge du coup d'hiver. Vous validez? Je pense que c'est ça, ouais. Quelle est l'année de référence pour le retournement éventuel des prairies permanentes? C'est vrai. Par rapport à la conditionnalité, c'est 2018. Pouvez-vous préciser votre réponse concernant le retournement des prairies pour l'écorégime? Si j'ai 50 hectares de prairies permanentes en 2022, que j'en déclare 10 en 2023 et que je maintiens ces 10 hectares, j'obtiens mon niveau 2 en prairies permanentes. Alors, si j'ai 50 hectares de prairies permanentes en 2022, que j'en déclare 10 en 2023, donc ça veut dire qu'il y en a 40 qui ont basculé dans la catégorie des terres arables et que je maintiens ces 10 hectares, est-ce que je valide mon niveau 2? C'est vrai. Il faut qu'on revérifie. Ça fait partie des questions qu'il faut qu'on approfondisse. Après, ce que je disais, c'est que de toute façon, après l'écorégime, il sera instruit annuellement en fait dans le cadre des paiements directs.
Donc, à la différence des BCAE, il n'y a pas de vérification d'une campagne sur l'autre, quoi. Potentiellement dire que oui, le 2 est atteint. Mais bon, ça reste à vérifier et ça devra être précisé dans les réunions futures. Alors là, c'est une remarque. La perte est de 22 € par 90 hectares égale 1980 €. Ben non, parce que là, dans ce cas-là, avec 3 points, en fait, le niveau 1 n'est même pas respecté. Donc là, c'est le niveau 0, si je puis dire, donc sans paiement. Et dans ce cas, quelle est la durée de maintien de mes 10 hectares de prairies permanentes pour valider le non-retournement? Je pense que voilà, tout ce qui est lié là aux prairies permanentes, il faudra qu'on vérifie, qu'on approfondisse et qu'on obtienne plus d'informations sur ce sujet. Par contre, est-ce que vous pouvez préciser, parce que voilà, qu'on soit bien clair sur la question? Ouais, pour que nous, on puisse éventuellement faire remonter au ministère. Oui, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, j'ai ma réponse. Pour le moment, vous n'avez pas l'information. C'était juste savoir si on estime que les 10 hectares qu'on déclare en 2023 ne doivent pas être retournés. Jusqu'à quand ils ne doivent pas être retournés, en fait. D'accord. Et puis là, on est en lien PCAE et corrigé. C'est noté. Enfin, bon, la règle, c'est quand même qu'une prairie permanente, elle n'a pas vocation à être retournée, hein, Des questions là par rapport à ce cas numéro 1, c'est bon? Non? Ok. Donc, le cas numéro 2, un peu plus complexe. Donc, des céréales d'hiver, du blé et de l'avoine, donc pour un total de 48%, des surfaces en terre arable, du colza, donc dans la catégorie des oléagineux d'hiver pour 20%, des oléagineux de printemps avec du tournesol pour 28% de la surface, des pois de printemps, 1,32 hectares, donc ce qui fait un peu moins de 1% des terres arables, et enfin des jachères et des prairies temporaires pour 2,15% des terres arables, et en plus des prairies et pâturage permanent pour 2,20% donc de la SAU. Donc là, comme pour le cas précédent, par la voie des pratiques agricoles, là, cette exploitation-là, du coup, ne vérifie pas ni le niveau 1 ni le niveau 2, puisqu'il y a 3 points. Un pour la catégorie des céréales et pour la catégorie des oléagineux de printemps. Donc là, dans ce cas, soit l'agriculteur augmente la surface en protéagineux en fait, ça valide 2 points dans la grille des corrigimes. Si je la reprends, voilà. C'est 5 hectares ou 5% des terres arables. Donc là, comme l'exploitation fait donc 143 hectares de terres arables. S'il monte jusqu'à 5 hectares, ça valide 2 points supplémentaires et il arrive à 5 points. Alors, question. Et qu'en est-il des prairies rotation longue qui font partie des prairies permanentes et que l'on pouvait retourner peu fréquemment? Ce serait possible de poser la question à l'oral, là, parce qu'elle n'est pas très claire. Oui, bonjour. Effectivement, les prairies à rotation lente pouvaient être retournées
de façon beaucoup plus étalée que 5 ans. Et donc là, aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir les retourner ou pas? Sur tout ce qui est prairie, là, on va revérifier exactement ce qui sera vérifié dans l'éco-régime d'une année sur l'autre, ce qui sera possible ou pas de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, on dérive sur le broyage des haies. Donc, pour le broyage des haies, les dates sont les mêmes pour les communes. Quid de l'entretien des parcelles quand on sème du colza début août? Oui, bah là, Effectivement, la période d'interdiction du broyage des haies a été étendue dans le cadre de cette nouvelle PAC, en fait, jusqu'au 15 août. J'en profite aussi pour signaler que, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, mais aussi la Fédération des chasseurs, donc la DDT organise un séminaire sur les haies le 18 octobre au lycée agricole de Chaluis. Séminaire qui est ouvert bien sûr à l'ensemble des agriculteurs du département, et séminaire auquel on invitera aussi les collectivités, dont le conseil départemental. L'idée étant de faire un point sur toutes les réglementations qui s'appliquent sur les haies, et puis de partager les témoignages d'agriculteurs sur la façon dont ils gèrent leurs haies, et puis de faire une séquence démonstration d'entretien des haies. Voilà. Donc le 18 octobre, c'est un mardi, donc ça sera sur la journée. Alors, il y a une autre question. Après une prairie rotation longue, peut-on retourner les parcelles et les mettre en jachère? Et du coup, avec une culture mise entre les deux ou directement prairie jachère? Ah oui, passage de prairie à jachère directement. Il me semble que ça marche déjà pas dans la PAC en cours. Ok. Bon, je vous propose de passer au K3. Maintenant, le principe est compris, j'imagine. Donc là, une autre exploitation avec autant de cultures que de prairies permanentes. Donc sur la partie des terres arables, des céréales d'hiver, donc du blé, de l'avoine, du triticale pour un total de 65% des terres arables. Des céréales de printemps, donc de l'orge, pour un total de 4,3% des terres arables. Du colza, donc 29% des terres arables, et ensuite un peu de jachère et de mélange de légumineuses et de graminées fourragères de 5 ans au moins, pour un total de 0,2%. Et puis donc 133 hectares de prairies permanentes, ce qui fait 44% de la SAU. Donc là, sur cette exploitation, il y a un point qui est obtenu sur la partie des céréales d'hiver, un point sur la partie des oléagineux d'hiver, et ensuite 2 points pour le bonus prairie permanente, puisque là, l'exploitation a 44,6% de la SAU en prairie permanente. Et pour rappel, à partir de 40% de la SAU en prairie permanente, il y a 2 points d'attribués dans le barème. Donc là, l'exploitation, en l'état,
valide le niveau 1 de l'éco-régime, mais du coup, perd quand même 22 € de l'hectare, puisque pour valider le niveau 2, il faut 5 points. Donc là, pour ce cas, ce qui pourrait être fait, ce serait de monter la solde d'orge de printemps, par exemple, pour arriver à 10%. Donc en mettant voilà, 10 hectares de plus, avec 17 hectares d'orge de printemps, ça fait 10% de la surface en terre arable, ce qui permet d'avoir un point de plus et d'arriver à 5. A-t-on de nouveaux éléments concernant la MAEC zone intermédiaire? Pas pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas ce que l'on avait prévu dans cette visio-là. Donc, on verra ça au mois de septembre. Bon, là, actuellement, sur les mesures agro-environnementales, il y a eu le partage du budget pour les mesures agro-environnementales qui a été fait entre l'État et les régions. Donc, il y a un certain nombre de notifications d'enveloppe. Mais effectivement, pour le détail des cahiers des charges, il faudra attendre encore un petit peu pour savoir ce qui sera possible de rémunérer dans le cas des contrats environnementaux. D'autres questions? Non. Du coup, le dernier cas, donc là, une exploitation avec du maïs en silage pour la partie céréales sur 66% des terres arables, des prairies temporaires et puis des mélanges de légumineuses prépondérantes avec des graminées pour un total de 33%, plus des prairies permanentes qui représentent 22% de la SAU. Donc là, dans ce cas, eh bien, il y a un point attribué donc aux céréales, donc là c'est céréales de printemps pour le maïs en silage, 3 points dans la catégorie des jachères et prairies temporaires, puisqu'il y a plus de 30% des terres arables dans cette catégorie-là. Et enfin, un point du coup dans le bonus prairie, puisqu'il y a plus de 10% de la SAU qui est en prairie permanente. Donc là, cet agriculteur-là valide l'éco-régime, enfin le niveau 2 de l'éco-régime, avec cet assolement-là. Sur la partie des terres arables, bien sûr, il faut aussi respecter ce qui concerne la partie des prairies permanentes, à savoir le non-labour. Est-ce que on a des questions? Ok. Et on en a fini du coup pour cette présentation. Peut-être attendre une minute ou deux si jamais il y a des questions supplémentaires. Mais... les dates sont connues. Donc les dates. La prépondérance légumineuse, sur quelle base? C'est-à-dire là, c'était par rapport au... Sur quelle base? Je peux préciser, c'est-à-dire c'est une appréciation par rapport au peuplement, ou alors par rapport au poids de graines semées. Enfin, là, il est écrit tel que, enfin, c'est le code de culture tel que l'on a, tel qu'on les a depuis donc la PAC 2015. Normalement, c'est au nombre de graines semées, pas au poids. Merci. D'accord. Il y a d'autres questions, non, ou pas? Bien, si, donc, soit il y a des personnes qui ont des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, bien entendu, hein, voilà, l'idée, c'est de pouvoir apporter une source d'information durant la conception de vos assolements pour la campagne 2023. Donc, vous pouvez noter hein, ce que je disais tout à l'heure, les 4 réunions, on va dire, en présentiel. Donc, le lundi 19 septembre, le matin donc, dans le secteur de Donzy, l'après-midi dans le secteur de Corbigny, et le mardi 20 septembre, matin dans le secteur de Châtillon-en-Bazois, et l'après-midi dans le secteur de Lusy. Donc, de même, hein, ce que je disais également tout à l'heure, c'est qu'on réalise des simulations donc au niveau individuel pour chaque exploitant, ceux qui le souhaitent, ce qui vous permet d'avoir une vision à peu près, de savoir comment cette nouvelle PAC va s'adapter, ou plutôt comment vous allez vous adapter à cette nouvelle PAC. Donc, n'hésitez pas à contacter la Chambre d'agriculture. Si vous avez des questions, la Chambre d'agriculture, comme la FDSEA, comme la DDT se tient à votre disposition. Je crois même que ce webinaire a été enregistré, donc il sera mis en ligne voilà, sur le site de la Chambre d'agriculture. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les réunions en présentiel, on fera également encore un webinaire, mais de façon plus globale, parce que là, on a été très axé sur la conditionnalité et les éco-régimes. On fera quelque chose d'un peu plus global sur la nouvelle PAC. Maintenant que on est plus de nous, entre guillemets, par rapport à ça. Y a-t-il des questions encore ou pas? Je tiens à remercier donc, les intervenants voilà, pour les informations. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça serait bien que la Chambre d'agriculture compile l'ensemble des questions ou remarques qui ont été posées, parce que moi, je ne voyais pas tout le fil de discussion, et qu'on en fasse un document partagé afin qu'on puisse apporter des réponses précises aux questions des exploitants lors des réunions de la mi-septembre. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, il y a des vraies questions autour des prairies, là, la gestion des prairies. Donc, ça, c'est pareil, on abordera ça lors des réunions de septembre. Hein, pour qu'on se mette bien d'accord, qu'on ait compris bien la même chose, en tout cas, entre les 3 organismes. Le coût de la simulation, donc, c'est 200 € et 150 € pour ceux qui ont fait la PAC avec nous durant la campagne 2022. Sachant que la simulation comprend donc à la fois une simulation de la PAC, mais on fait aussi plusieurs hypothèses. L'idée, c'est de pouvoir après échanger avec vous et si vous avez des questions, je ne sais pas moi, plus tard dans la saison, qu'on puisse voilà, refaire remouliner en fait le simulateur. L'idée, c'est de vous donner voilà, une idée précise par rapport à cette nouvelle PAC et puis de voir si jamais vous êtes trop impacté, de faire plusieurs hypothèses pour voir comment vous pourrez vous adapter en fait par rapport à ça. Y a-t-il d'autres questions ou pas? Non, dans les questions écrites? C'est bon. Bah, écoutez, je vous propose d'en terminer là. Blandine, Marc, est-ce que vous avez des compléments? Non, peut-être? C'est bon? Eh bien, écoutez, parfait. Je vois qu'il est 14 h, donc on est pile poil dans les temps. Donc, je vous propose d'en arrêter là. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Dans tous les cas, on reviendra vers vous dès le mois de septembre. Merci. Bon après-midi à toutes.